Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation de la série consacrée à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion de la faune dans les concessions forestières d'Afrique centrale. Cette série de formations a été créée dans le cadre d'un projet porté par l'ASBL Nature Plus et en collaboration avec Jean Blou Agrobiotech. Ce projet s'intitule Formation et diffusion des outils de gestion de la faune à destination des acteurs de la gestion forestière du bassin du Congo. Ce projet a été financé par le programme PPECF et cofinancé par l'Union européenne. Je m'appelle Eric Arnem et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur de la conservation en Afrique centrale. J'ai aidé de nombreuses entreprises forestières sur cette thématique de la gestion de la faune. Aujourd'hui, je suis consultant formateur sur cette formation pour Nature Plus. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de formation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ADN environnemental comme technique d'inventaire de la faune. C'est une technique qui est relativement récente et c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas la retrouver dans notre guide faune. Alors la présentation d'aujourd'hui a été conçue par mon collègue Guillaume Balthus dans le cadre du projet Cap Faune et d'un atelier qui a eu lieu en octobre 2024 à Brazzaville au Congo. Alors sur le concept général, tout d'abord, vous avez différentes espèces qui se retrouvent dans un certain habitat. Ici, on parle d'une forêt tropicale, par exemple. Eh bien, ces différents individus de ces espèces sont en contact avec leur environnement. Et c'est ainsi qu'ils vont laisser derrière eux des peaux mortes, mais aussi des poils quand ils sont en contact avec la végétation, peut-être de la salive aussi dans des restes de repas, et bien sûr des déjections. Toutes ces choses que ces animaux laissent derrière, donc ces traces qu'ils laissent derrière, eh bien elles contiennent de l'ADN. De l'ADN, donc la signature génétique de chacune de ces espèces. Et donc on va pouvoir identifier les animaux qui sont présents dans cet habitat grâce à l'ADN qu'on retrouve dans l'environnement. Et donc, il y a 3 étapes dans cette technique. La première, c'est la collecte et l'extraction donc de cet ADN que l'on retrouve dans l'environnement. La deuxième, eh bien, c'est une préparation des échantillons qui auront été collectés et une amplification des brins d'ADN qu'on retrouvera dans ces échantillons. Et une troisième phase, eh bien, c'est le tri des informations génétiques qui se retrouvent dans ces échantillons et leur analyse. Alors, comment est-ce qu'on va prendre des échantillons d'environnement? Eh bien, on pourrait prendre des échantillons de sol, puisque la plupart des espèces considérées ici dans notre habitat vont marcher sur le sol. On pourrait aussi prélever de l'eau, puisque de nombreuses espèces ont besoin de boire et se retrouvent donc à proximité de points d'eau et en contact avec donc de l'eau dans l'environnement, ou alors un échantillonnage au travers des feuilles sur lesquelles tous ces animaux vont venir se frotter dans leur habitat. Ici, on ne va pas couvrir les échantillonnages de sol et on va seulement parler de l'échantillonnage de l'eau et de l'échantillonnage des feuilles. Alors, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Eh bien, une première recommandation, eh bien, c'est d'éviter la contamination de nos échantillons que nous allons prélever dans l'environnement. Et on pourrait le contaminer avec notre propre ADN, c'est-à-dire des traces que nous laissons nous-mêmes dans l'environnement. C'est pour cela que nous recommandons de porter des gants. Alors tout d'abord sur l'échantillonnage de l'environnement au travers de l'eau. Donc nous allons échantillonner des points d'eau et nous allons filtrer ces points d'eau. Ça peut être de l'eau courante comme ça peut être de l'eau stagnante. Cette filtration des cours d'eau, nous allons la faire grâce à une pompe péristaltique qui va nous permettre de ponctionner l'eau et de la récolter dans une capsule qui va contenir un filtre. Donc, l'eau rentre par ce tuyau. Il y a une crépine pour éviter, justement, pour faire une première filtration grossière et éviter que des débris viennent se mettre dans notre appareil. Ensuite, l'eau va parcourir ce tuyau, va être
sucé au travers de cette pompe et envoyé dans cette capsule de filtration qui va contenir justement des couches filtrantes. L'eau va passer à travers ces couches et ensuite être évacuée par ce tuyau en plastique d'évacuation. Et nous allons échantillonner l'environnement à plusieurs endroits selon des grilles que vous voyez ici. Donc typiquement, nous avons un ensemble de stations d'échantillonnage qui sont disposées en grilles systématiques. Maintenant, on ne trouve pas forcément de l'eau systématiquement à chacune de ces stations, donc nous allons faire un échantillonnage opportuniste à proximité de ces différentes stations. Pour cela, on va chercher à saturer la capsule filtrante. Donc, pendant maximum 30 minutes, mais généralement ça va beaucoup plus rapidement, eh bien on va utiliser cette pompe péristaltique pour pouvoir faire passer de l'eau de la rivière au travers de la pompe et au travers du filtre. Donc on va collecter cette eau dans les 10 premiers centimètres, donc à la surface de l'eau. Donc en passant au travers de la pompe, l'eau va être évacuée, mais va laisser dans la capsule filtrante, eh bien, va laisser des résidus et des échantillons finalement de l'environnement. Ce sont évidemment ces couches filtrantes, ce filtre, que nous allons ensuite garder dans de l'éthanol à 96% pour pouvoir justement garder tous les brins d'ADN présents dans cet échantillon. Sur cette station d'échantillonnage, on va également collecter d'autres données, du style le type de point d'eau, parce que c'était un point d'eau stagnant ou une rivière, ou un ruisseau, les coordonnées GPS de la station, bien entendu, et puis différentes informations concernant l'habitat. Une autre façon de collecter de l'ADN dans l'environnement, c'est de frotter des feuilles. C'est ce qu'on appelle aussi la technique du leaf swab en anglais. Donc ici, l'idée est de collecter la poussière qui s'est accumulée sur les feuilles dans la végétation du sous-bois. Et le protocole consiste à frotter environ 3 fois une surface de 100 cm². Alors 100 cm², c'est 10 sur 10 cm. Donc c'est pratiquement la taille de la paume de ma main. Et donc on va essayer de échantillonner sur une surface qui fait 3 fois la paume de ma main par strate. Et par strate, on entend une strate au sol, donc des feuilles qui se retrouvent directement par terre, une deuxième strate entre 0 et 50 cm du sol, et une troisième strate un peu plus haute pour les plus grands animaux qui se seront frottés sur des feuilles un petit peu plus hautes, entre 50 cm et 1 mètre du sol. Donc quand on va essayer d'échantillonner nos 3 fois 10 cm², on va le faire sur au minimum 3 feuilles différentes sur chacune des strates, c'est-à-dire 9 feuilles en tout. Alors les écouvillons, c'est-à-dire les espèces de petits cotons-tiges que nous allons utiliser pour faire nos échantillons d'ADN, ces écouvillons, eh bien on va en avoir finalement 3 par station. Une station, c'est un endroit où nous allons collecter l'ADN. Une strate, eh bien, c'est les différentes hauteurs. Donc là, on va avoir un écouvillon par strate. Et dans chaque strate, on aura frotté 3 feuilles au minimum avec un écouvillon. Évidemment, on va devoir choisir les feuilles que l'on va échantillonner. Et pour ça, on va choisir des feuilles qui sont différentes. Ça ne sert à rien d'utiliser des feuilles qui sont exactement à la même place. Si on peut utiliser des feuilles d'arbres sur des branches différentes ou des feuilles même d'arbustes différents, ce sera évidemment préférable. Donc à chaque station d'échantillonnage, nous allons garder nos 3 écouvillons dans un même tube d'éthanol, toujours l'éthanol, donc de l'alcool à 96%, ce qui va empêcher la décomposition des brins d'ADN. Et nous allons collecter des informations sur chaque station d'échantillonnage
tels que bien sûr la position géographique et donc les coordonnées GPS, mais également des informations peut-être sur la météo des jours précédents, etc. Alors pour vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe pratiquement sur le terrain, je vous propose de regarder une petite vidéo avec une démonstration par ma collègue Elise Van der Beek de Nature Plus. Ok, du coup là ce qu'on va faire c'est prélever l'ADN de vertébrés sur des feuilles en les frottant avec des cotons. Donc on se met le long d'une piste où on suppose que l'animal s'est peut-être frotté et puis de toute façon dans l'air il y a peut-être des petites particules d'ADN qui sont un petit peu placées sur les feuilles. Donc on a défini 3 strates différentes au sol entre 0 et 50 cm et entre 50 cm et 1 mètre en fonction de la taille moyenne des animaux ici. Et pour chaque strate, on va frotter 3 fois une surface d'environ 100 cm², donc c'est un peu plus grand que la paume de ma main. Et chaque surface, on va la frotter pendant une durée de 10 secondes. On va prélever l'ADN sur au minimum 3 feuilles différentes en essayant de prendre des feuilles d'aspérité différentes et avec peut-être des résidus, etc. Donc voilà, on commence par au sol. Donc je vais enlever le coton, je le trempe dans l'éthanol et puis je frotte 3 feuilles différentes pour avoir 3 fois plus ou moins une surface de 100 cm². Et hop, on remet dans l'éthanol et on coupe la tige. Ça c'était pour le sol. Maintenant on va passer à entre 0 et 50 cm. Du coup, si jamais on tombe sur des petites feuilles ou des petites folioles qui sont plus petites que 100 cm², on en frotte plus que 3 pour compléter la surface. Et on note le nombre de feuilles ou folioles Qu'on a frotté par Ouais. strate. Ouais. 먼저 거만 기다려 보시면 Voilà, on a remis tout dans l'éthanol. Une fois qu'on a fini, on encode tout dans une jolie fiche. Du coup, à chaque fois, on note la lettre qui représente la grille, le nom de l'échantillon. Donc ici, on est au B5, mais le 19-3, c'est moi qui ai fait le prélèvement. Les coordonnées, c'est le même endroit que la caméra. B5. On était le long d'une piste avec une pluie récente et j'ai fait 3, 4, 3. Voilà, et donc une fois que vous avez récolté vos échantillons sur le terrain, je sais que c'est la partie la plus compliquée, mais idéalement, ils devraient être conservés dans la mesure du possible au frais dans un congélateur, à moins 20 degrés et non pas un réfrigérateur. Alors maintenant, comment est-ce que on analyse ce type de données? Donc après avoir collecté des échantillons d'ADN et plein d'autres choses dans l'environnement, eh bien, on va essayer justement d'extraire uniquement l'ADN de nos échantillons. Et pour cela, nous allons également amplifier les séquences d'ADN que nous avons trouvées dans ces échantillons. Donc, on va essayer de faire des photocopies, si vous voulez, de ces brins d'ADN et des photocopies qui vont nous permettre d'avoir au final beaucoup de brins d'ADN dans l'échantillon
et plus beaucoup d'autres choses. Ces brins d'ADN, ils sont composés donc d'une séquence de nucléotides différents. Et donc ces nucléotides, si vous vous rappelez vos cours de biologie, eh bien il y en a de 4 types. Il y a les A, T, C, G. Et donc la façon dont le code génétique est codé, eh bien ça va être une séquence de ces différentes lettres dans différents ordres qui vont constituer notre séquence d'ADN. Cette séquence, il y aura des portions qui seront typiques de certaines espèces et qui vont donc permettre leur identification. Alors, cette phase de préparation et d'amplification est une phase qui va devoir se passer en laboratoire et dans un laboratoire spécialisé. Ici, le choix de l'amorce va nous permettre de cibler un certain groupe d'espèces. Donc, si on imagine un brin d'ADN ici comme un peigne, on va venir prendre une amorce, c'est-à-dire un peigne qui sera complémentaire à cette partie du brin. Et ensuite, on va utiliser une photocopieuse qui est cette ADN polymérase qui va nous permettre finalement, à partir de cette partie du peigne ou de cette partie de la fermeture éclair, de terminer la séquence du reste du brin d'ADN. Ensuite, nous allons de nouveau séparer chaque brin d'ADN et recommencer le processus parce que sur cette partie du peigne viendra se positionner une nouvelle amorce et ainsi de suite. C'est comme ça que nous pouvons dupliquer les brins d'ADN, les photocopier si vous voulez, et les amplifier. Donc le choix de l'amorce va être très important parce que l'amorce, c'est elle qui va définir où commence la photocopie de la séquence recherchée. Et donc ces amorces-là, eh bien, il y en a différents types. On a par exemple la cytochrome oxydase 1 qui est codée par les mitochondries. Et donc c'est une protéine qui est encodée par le gène mitochondrial CO1 chez tous les eucaryotes. Et donc quand nous allons utiliser cette amorce ou ce primer, eh bien nous allons amplifier un brin d'ADN qui se retrouve chez tous les êtres vivants eucaryotes. On peut aussi utiliser des amorces qui sont plus spécifiques pour certains groupes d'animaux, comme les mammifères par exemple, avec le gène 12S. Et ça, c'est une amorce qui va être utilisée pour pouvoir amplifier des brins d'ADN qui sont spécifiques aux mammifères. Puisqu'il n'y a que les mammifères qui portent ce gène, il n'y aura donc que de l'ADN de mammifères qui sera amplifié. Et voilà, et donc vous voyez qu'il y a donc des primers qui peuvent être utilisés pour reconnaître des échantillons qui contiennent de l'ADN de vertébrés, de l'ADN de mammifères, et nous pouvons aller beaucoup plus loin comme ça jusqu'à obtenir des primers qui sont spécifiques et qui indiquent uniquement, qui sont présents uniquement sur l'ADN de certaines espèces. Donc tout le défi ici, c'est effectivement d'obtenir des primers qui soient spécifiques d'une séquence qu'on ne retrouve que dans une certaine espèce. Par exemple, qu'est-ce qui fait de nous des humains des portions ou des gènes ou des portions d'ADN que n'ont nulle autre espèce dans le monde. Et donc, des amorces qui vont pouvoir s'accrocher sur cette séquence d'ADN vont pouvoir amplifier de l'ADN humain. Et c'est ainsi que nous allons donc pouvoir aller de plus en plus loin dans l'identification des différentes espèces présentes dans notre habitat. Et donc une fois que nous avons donc toutes ces séquences, eh bien nous allons comparer les séquences que nous avons amplifiées avec certaines bases de données. Il y a des bases de données comme BOLD pour le CO1 ou NCBI GenBank pour le primer 12S.
en comparant justement ce qu'on obtient dans nos échantillons avec ces bases de données, eh bien, nous allons pouvoir obtenir un pourcentage de certitude relative aux séquences que nous obtenons. Donc, dit plus simplement, nous allons obtenir une liste d'espèces qui auront été détectées avec un certain niveau de certitude sur chacune des stations. Et ça, c'est très intéressant parce que nous allons pouvoir obtenir des graphes de courbes d'accumulation. Donc ici, par exemple, vous avez sur l'axe des ordonnées, vous avez le nombre d'espèces de mammifères qui ont été détectées. Donc ici, 5 espèces de mammifères détectées, 10 espèces de mammifères détectées. Et ici, vous avez donc l'accumulation au fur et à mesure du nombre d'échantillons. Donc quand nous avons par exemple un seul échantillon, eh bien, dès un échantillon, on avait déjà découvert environ 5 à 6 espèces de mammifères. Il a fallu prendre plus d'échantillons pour obtenir des nouvelles espèces et donc arriver par exemple ici, quand nous avons 5 échantillons, eh bien, on avait obtenu déjà l'identification d'une quinzaine d'espèces et ainsi de suite. Alors évidemment, on aimerait croire que la quantité d'ADN présente dans l'habitat est proportionnelle à l'abondance des animaux qui y vivent. Mais c'est un proxy qu'on ne peut pas utiliser. Donc, cette technique ne va pas nous permettre d'obtenir des informations sur l'abondance des espèces. Donc on ne pourra pas dire qu'il y ait une espèce qui est plus abondante qu'une autre. Et nous n'allons pas non plus pouvoir estimer de densité, donc par unité de surface. Donc qu'est-ce que l'on peut retenir de tout cela? Eh bien, dans les données que nous pouvons obtenir grâce à cette technique d'inventaire par l'ADN environnemental, c'est uniquement une liste d'espèces dans chacune des stations d'échantillonnage et donc on peut aussi en déduire une certaine richesse spécifique. Avec un petit peu plus de technicité, on pourrait aussi également obtenir des informations sur l'occupation spatiale des espèces au travers de la concession forestière, par exemple. Par contre, cette technique ne nous permet absolument pas, comme je l'ai dit précédemment, d'obtenir des informations sur l'abondance ou la densité des espèces qui auront été détectées. Donc les points positifs de cette technique, eh bien finalement, c'est qu'elle est relativement facile à mettre en œuvre sur le terrain. Les protocoles ne sont pas compliqués. C'est une technique qui est standardisée et qui donc est réplicable non seulement dans le temps, mais également dans l'espace, donc à différents endroits. On pourrait se dire que c'est une technique qui est particulièrement intéressante si nous avons des espèces indicatrices. Et enfin, on peut potentiellement travailler sur un très grand nombre d'espèces, pas forcément les grands mammifères, mais on pourrait éventuellement à terme également inclure des informations sur les amphibiens, sur les reptiles, sur les oiseaux, etc. Cette technique d'inventaire faunique par échantillonnage d'ADN environnemental vient également avec quelques inconvénients. Le premier étant bien sûr la nécessité d'avoir des partenariats avec des laboratoires qui sont capables de faire les analyses génétiques qu'on vient de voir. Toutes ces analyses, et bien entendu, viennent avec un certain coût qui n'est pas négligeable. On peut également noter qu'il y a un certain risque de contamination des échantillons pendant leur collecte ou pendant leur conservation, jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Étant donné que cette technique d'inventaire par échantillonnage de l'ADN environnemental est encore relativement récente, eh bien, les bases de données sont, quant à elles, encore incomplètes, voire erronées. C'est le cas notamment de la base de données NCBI GenBank, qui n'a pas d'informations sur l'Oxodonta cyclotis, donc les éléphants des forêts. Cette espèce est pourtant bien présente dans la base de données BOLD pour le primer CO1. Et donc voilà, ici il y a clairement un intérêt à utiliser plusieurs primers pour faire ces analyses. Ensuite, on peut se poser des questions sur les limites de cette technique en raison de la détectabilité des espèces, en fonction de leur écologie. Donc par exemple, les singes arboricoles
les suffisamment de traces dans les strates qui sont échantillonnées pour pouvoir être correctement détectés. Donc pour conclure, je dirais simplement que cette technique est utile certainement à l'étape de caractérisation initiale, quand nous voulons par exemple définir des zones de haute valeur de conservation dans la concession forestière, ou pour estimer l'impact de l'exploitation ou d'activités humaines sur la faune au travers de la disparition de certaines espèces qui seraient donc indicatrices. Donc cette technique a un bel avenir devant elle, mais les protocoles devront encore être ajustés et améliorés afin d'éliminer certains biais. Voilà donc, cette présentation se termine ici. Je vous remercie de l'avoir suivi et je remercie également tous les partenaires du projet Cap Faune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me les envoyer à l'adresse qui s'affiche ici en dessous. Allez, je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets. Ciao.